Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur où on te vient avec un sujet tout frais. Exactement. Alors aujourd'hui, on te vient avec un sujet qui nous tient à cœur parce que, en fait, c'est à mi-chemin entre la psychologie et la PNL. On te l'a déjà dit, et certainement que tu as déjà entendu des gens dire ça. Il y a des personnes qui sont contre la PNL, qui viennent expliquer qu'en fait, c'est du bullshit, etc. On a expliqué dans un précédent podcast qu'il n'y a pas d'études ou de recherches qui ont été faites directement pour venir prouver certaines approches de la PNL, mais par contre, qu'il y avait des études qui étaient faites dans d'autres disciplines mais qui étaient Mhm, en lien. Par exemple, des études qui sont faites en linguistique, en psychologie, en sciences cognitives, tout à fait. qui viennent confirmer certaines choses qui sont apprises dans la PNL. Donc, aujourd'hui, on va venir parler d'une chose qui va être en lien avec tout ça, c'est comment le langage façonne notre réalité selon un psychologue, mais aussi on va amener des études également qui ont été réalisées dans d'autres domaines à côté, Ouais. qui viennent comme confirmer ces Mhm, choses que nous enseignons dans la PNL et qui font partie des bases. exactement. Alors oui, hein, comme tu le dis, il y a très peu d'études qui ont été faites. Le peu d'études qui sont faites sont beaucoup remises en question. Ouais. Euh, Soit sur la manière de prendre les mesures, soit sur le cadre en fait qui a été appliqué autour de l'étude menée en PNL. Et que là, on va s'intéresser à des points qui touchent directement finalement notre cœur de métier en tant que coach avec spécialisation justement tout ce qui est systémique et PNL. Et tu vas comprendre un peu plus pourquoi cette méthode-là finalement est aussi efficace à travers le langage. Alors, Ouais. euh, la dernière fois, Samir, on est tombé sur un article du Forbes Magazine qui avait été écrit Ouais, par Mark exactement. Travers, psychologue, auteur en psychologie, qui a été formé à l'université Cornell aux États-Unis, ainsi qu'à l'université Boulder au Colorado. Ouais. En fait, dans Boulder. cet article, ça parlait de la manière dont notre langage façonne notre réalité, ce qui nous a justement poussé à créer ce fameux podcast. Et on avait voulu, à partir de là, te partager ces éléments parce que ça vient résonner directement avec ce qu'on enseigne dans nos cours, dans nos formations. Et toi qui nous écoutes, tu vas comprendre un petit peu plus justement ces sujets qu'on aborde. Alors le premier Exactement. point, peut-être que j'aurais envie d'amener ici, c'est l'importance du langage. Ici, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage, il est essentiel, quelle que soit sa forme, parce qu'il permet de créer un pont entre les esprits, entre les personnes. Ça nous permet de partager des perspectives, des pensées, des émotions, nos expériences, nos connaissances, et que les civilisations à travers l'histoire qui ont su évoluer et qui ont su progresser, c'est celles qui avaient un moyen de communication efficace et précis pour justement transmettre les informations et communiquer avec le monde autour. Donc il y a plusieurs langues qui existent, il y a plusieurs origines de langues, puisqu'on ne partage pas tous les mêmes origines au niveau de notre langue, mais il y a Ouais. quand même des choses qui sont très intéressantes, à la fois dans ce qu'on va découvrir à travers ce podcast, de comment certaines langues influencent certains facteurs de perception et de création de la réalité, mais aussi de voir que malgré les différences entre les langues, il y a tout de même des éléments qui sont communs et qui viennent transformer nos stratégies cognitives en termes de rapport, de compréhension et de comportement vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi de notre environnement. Ouais, exactement. Alors Julien, comme tu disais, le langage, c'est ce qui nous permet justement de communiquer, d'échanger des choses, d'apprendre des choses, etc. Mhm. Mais voilà, ça influence aussi beaucoup notre cognition. Alors peut-être je vais donner une petite métaphore. Toi qui nous écoutes, tu as certainement un ordinateur chez toi. Il faut savoir que cet ordinateur, pour communiquer avec lui, en fait, il y a un pont. Il y a un pont entre toi et la machine. Normalement, pour demander à un ordinateur de faire quelque chose, il faut lui parler dans son langage, des codes informatiques. Ça peut être du Mm. Java, ça peut être du C, ça peut être plein de choses. Sauf que, vu que le commun des mortels ne sait pas parler ces langages-là, d'accord? En fait, ils ont créé un interface. Cette interface visuelle que tu as devant toi, qui est ton Windows ou ton Mac. D'accord? En fait, ce langage, ou plutôt cette interface, c'est un pont entre nous et la machine pour que la machine puisse comprendre exactement ce qu'on lui demande de faire. Ce qui fait Ouais. qu'au lieu d'aller écrire 10 lignes de code, tu vas cliquer sur un bouton et hop, lui, il comprend ce que tu lui demandes de faire.
Bah, en fait, le langage, c'est exactement la même chose. C'est le pont entre nous et nos interlocuteurs, les personnes qui sont en face de nous. Sauf que, tu vois, comme un ordinateur où il peut y avoir des langages différents, bah, en Mmh. fait, tu as des langues différentes, mais parfois 2 personnes vont parler la même langue, mais ils sont pas issus de la même catégorie sociale, par exemple, Mmh. ou qui Mmh. viennent pas du même endroit, de la même région. Ce qui fait qu'en fait, il y a des variations de langue. D'accord? Et Tout à fait. du coup, ça fait qu'on doit s'adapter aussi à la personne qui est en face de nous. Donc, c'était juste vraiment cette image que je donne de l'interface de ton Windows, de ton Mac, par exemple. En fait, Mmh. cette interface visuelle simplifiée, bah, c'est le langage c'est ce pont, en fait, qu'on a nous avec nos interlocuteurs. C'est une interface. Ouais, c'est une super image, tu vois? Parce que tu parles de ça, mais j'ai Ouais, presque envie d'étendre, en fait, cette image de pont linguistique parce que ouais, c'est aussi le l'interface qui te permet de communiquer avec ton propre système. ouais. En fait, ton langage, quelle que soit la forme, que ce soit, un discours verbal, écrit, que ce soit des mots lus ou entendus ou tout simplement imaginés, le langage te permet à la fois d'exprimer les schémas cognitifs qui sont en jeu à l'intérieur de toi, même Mm, si la plupart sont clairement inconscients, mais ça ressort dans ton discours, mais ça permet aussi de les influencer. ouais, Ça permet aussi de produire des choses, de produire mm, des émotions, de produire des réflexions, de produire une restructuration de la pensée, de l'organisation des choses, de ta temporalité. Ça peut en fait avoir vraiment un impact puissant. Et j'aime beaucoup cette image que c'est un pont linguistique, que ouais, le langage te permet de créer un pont entre toi et ton système et les autres. ouais, Je trouve exact. que c'est une chouette image. Ouais. Merci pour ça, Samir. Je t'en prie, Julien. Alors peut-être, Julien, maintenant qu'on a expliqué à peu près ce qu'était le langage et l'importance aussi du langage, en Ouais. fait, il faut savoir que ce pont linguistique, c'est entre nous et les autres, mais en Mhm. fait, ce langage va aussi nous influencer. On s'en rend pas compte, mais les mots qu'on utilise, Oui, le, le langage qui ressort, nous, en tant que coach, on dit souvent à nos étudiants que si on écoute bien la personne, si on écoute bien les récurrences, les mots que la personne utilise, en fait, c'est révélateur de son système, de comment ça tout à fait. fonctionne dans son cerveau. D'accord? C'est pour ça que c'est important pour nous de développer notre écoute active et de savoir repérer les éléments les plus importants. On est un peu comme des data analysts, c'est les personnes qui analysent Oui, les données en complètement. informatique. On est là, Mhm. on écoute, on a plein de données comme ça et en fait, on va faire le tri et on va garder les données les plus importantes pour les questionner et pour amener la personne qui est en face de nous justement à faire des prises de conscience. Donc vraiment Ouais. de comprendre que, et c'est ça aussi qu'on va essayer d'expliquer, c'est tout cet effet de notre langage sur notre Mhm. cognition. Ouais. Et tu Ouais, vois, j'ai même envie de dire aussi que on va effectivement prendre ces données-là pour les comprendre et garder celles qui sont les plus pertinentes pour nous. Mais au même titre qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des statistiques et à des données, ouais, selon comment on va manipuler l'information, bah, en fait, on peut faire exactement la même chose avec les process cognitifs de nos clients. Parce que en réorganisant le discours, en orientant volontairement la conjugaison, en utilisant des termes qui sont différents, en posant des questions comme on apprend justement à le faire dans nos formations, eh ben, tu peux influencer grandement la personne qui est en face de toi. Et ça, bien ouais, sûr, bah, c'est un outil qui est important pour nous dans le cadre du coaching parce que bah, c'est à ça qu'on forme principalement, mais c'est aussi très utile pour tout ce qui va être un travail de communication où on souhaite avoir un message influent. Ça peut être comment l'appliquer, par exemple, dans la thérapie, dans l'hypnose, mais ça peut être dans la vente, ça peut être dans la présentation, ça peut être dans l'organisation de prise de parole, ça peut être dans plein de sujets différents. Et clairement, comprendre que le langage n'est pas juste un moyen de transmettre de l'info, mais que c'est aussi un pont qui te relie à l'autre et que selon comment tu vas parler, ce que tu vas dire, comment tu vas organiser, sur quoi tu vas mettre l'emphase, etc. Mais tout ça, ça va jouer. Et tu disais il y a quelques instants, Samir, que bah des fois on parle la même langue, mais on se comprend pas forcément parce on n'a pas le même background, on n'a pas la même histoire. Mais ce qui va être aussi intéressant, et si jamais toi qui nous écoutes, tu parles une autre langue ou voire d'autres langues, tu as peut-être déjà remarqué qu'il y a des concepts que tu comprends plus facilement dans une langue qu'une autre, et que parfois, lorsque tu as un problème dans ta langue, tu trouves plus facilement des solutions quand tu utilises une autre langue pour l'exprimer.
Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même s'il y a des points communs dans les différentes langues qu'il y a à travers le monde, il y a aussi des spécificités qui sont propres à chaque langue. Et en fonction de la langue, eh bien, curieusement, tu vas trouver une manière de penser, de réfléchir, de construire, en fait. Parce que la construction de la phrase, l'organisation des mots, et là où tu vas mettre l'emphase sur ta prononciation, etc. Tout ça, en fait, c'est pas juste du décor, c'est pas juste de l'esthétique, c'est aussi parce que ça vient ajuster et transformer ta manière de réfléchir. Ça vient ajuster ta manière de percevoir le monde, de le comprendre et d'interagir avec les informations. Et moi, je trouve ça toujours génial, tu sais, de se dire, tu as une personne en face de toi qui va s'exprimer et percevoir le monde d'une certaine manière, et toi, en posant parfois une simple question orientée, organisée d'une façon à ce qu'elle puisse être influente, eh bien, d'un seul coup, la personne commence à penser différemment. Elle commence à voir les choses sous un angle différent. Et ça, c'est génial, en fait, de se dire qu'en fait, à partir juste de mots que tu organises dans un ordre spécifique, tu vas avoir un impact qui va être totalement différent sur la personne qui est en face de toi. Totalement, Julien, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, le langage, c'est quelque chose d'hyper fascinant. Vraiment. Et on va l'expliquer là au travers des différentes recherches qui ont été faites, que parfois même le fait de changer, comme tu dis, de langage, Mhm. ça vient t'influencer. Mais aussi, certains langages vont te permettre de voir des choses que d'autres ne voient pas, vont élargir ta perception par rapport à d'autres. C'est assez drôle, en fait. Tu sais, par exemple, dans certains langages, il peut y avoir plusieurs nuances pour parler d'un Mhm. concept. Ce qui fait qu'en Tout à fait, ils fait. vont avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large de certains concepts, alors que potentiellement dans une langue latine ou autre, on perçoit moins ces nuances-là. Donc c'est hyper passionnant, je trouve, le langage Oui, et la d'ailleurs, communication. quand tu parles de ça, ça me fait repenser. Alors, c'était un ancien podcast. Je pense que ça fait partie des Ouais. premiers qu'on avait fait à l'époque, dans la toute première saison. Mhm. On avait évoqué justement ces différences de langage, dont le langage, je pense que c'était des Inuits, si je dis Exactement, pas de ouais. bêtises, sur leur manière de décrire la neige et qu'ils avaient, Ouais. je sais plus combien de mots de vocabulaire pour décrire toutes les variantes de neige, alors que Mhm. pour nous communs des mortels, c'est la neige elle est blanche ou elle est grise ou elle est marron parce que mélangée à de la terre, de la pollution, etc. Mm. La neige elle est dure, elle est fine, elle est humide. Puis, en fait, ça s'arrête là. T'as quelques éléments de description, alors que eux en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais Ouais. parce que, c'est ça, c'est un élément qui est vachement proche d'eux dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Ils sont à contact spécifique avec ça, donc ils ont développé aussi un vocabulaire beaucoup plus vaste par rapport à Ouais. ça. Probablement même que si tu vas dans le désert du Sahara, par exemple, ou dans un autre désert, et Ouais. que tu passes du temps avec des personnes qui vivent dans cet environnement-là, ils auront probablement plein de mots pour décrire le sable, comment il est, comment il se comporte, comment il bouge, comment il est dangereux, comment il est plus stable. Alors que toi, du sable, c'est du sable, quoi. C'est ça. Si le seul sable que tu connais, c'est ton bac à sable dans le parc de l'immeuble à côté, du sable, c'est du sable. C'est exactement ça. Alors, on va parler d'une des premières théories. C'est une théorie qui est le fruit de recherches, Mhm. qui est un peu controversée. On va expliquer pourquoi il y a des pour et des contre. C'est-à-dire que, Mhm. après, c'est là aussi la communauté scientifique. Il y a toujours des pour et des contre. Mais on va expliquer justement ce qui peut gêner un petit peu les contres par rapport à ça. C'est juste que Mhm. pour eux, il faut rajouter un peu plus de nuances. Donc, c'est la théorie de la relativité linguistique d'Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf, qui sont deux anthropologues américains qui ont Mhm. influencé le domaine de la psycholinguistique. Donc, en fait, la théorie de la relativité linguistique voudrait que le langage influence, mais ne détermine pas entièrement la pensée. En fait, les différences linguistiques peuvent affecter la perception et le comportement des gens, mais ne Mhm. les limitent pas de façon absolue. En plus simple, la langue que nous parlons va Mhm. façonner notre perception de la réalité et notre manière de donner du sens au monde. Ouais. D'accord? Justement, Julien, tu parlais des Inuits. Ben, en fait, c'est ça dont Worf parlait. C'est qu'il Ouais. explique justement cet exemple-là des Inuits qui ont un très large panel pour parler de la neige. On aurait pu dire la même chose des Touaregs avec le sable. Et en Mhm. fait, pour lui, cette espèce de large panel pour parler justement de la neige
a tendance à influencer, élargir la perception par rapport à un anglophone qui lui va avoir qu'un seul mot pour le désigner. Ouais. Donc, le truc, c'est que on s'en rend peut-être pas compte. On se dit alors, ils parlent ils ont plein de mots pour parler de la neige. Mais en fait, on va aller un peu plus loin par la suite avec certains Indiens d'Amazonie, justement, qui, pour se repérer dans l'espace, ils utilisent d'autres points qui sont beaucoup plus larges. Et en fait, ça influence leur capacité à se repérer dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plus large panel de mots. Ouais. Maintenant, j'avais dit qu'il y a des recherches modernes qui tendent à soutenir l'idée que notre langage influence la cognition. Par contre, il y en a certains qui disent, bon, voilà, c'est pas totalement ça. Oui, bien sûr, le langage influence notre cognition, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs déterminants. Et c'est là aussi où nous, quand on enseigne aussi, ce qu'on enseigne à l'Institut, on amène toujours nos étudiants à penser plus large, à nuancer les choses et aussi à s'adapter. C'est-à-dire que les théories sont là pour expliquer. D'accord, ça donne une grille de lecture. Tente, en tout cas. Voilà, tout à fait. c'est ça. Ça donne une grille de lecture, ça permet au moins de cadrer ta manière de voir les choses. Par contre, on garde malgré tout un certain espace de liberté et on s'adapte à la personne parce que chaque individu est différent. Complètement. Ouais. Et tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait d'ailleurs souvent penser, et je le partage souvent, mais il y a un lien direct entre, par exemple, le vocabulaire que tu possèdes et ta capacité à gérer tes émotions. Ouais, alors bien sûr, on parle du vocabulaire en lien avec tes émotions, mais un vocabulaire limité va être un vrai handicap pour la gestion des émotions. Et c'est là aussi où on voit que moins tu as de vocabulaire, moins tu peux communiquer sur ce que tu ressens et ce que tu vis, moins tu es en mesure de pouvoir le gérer efficacement. Et en fait, là où tu vas voir une corrélation aussi très importante, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de comportements violents présents chez des personnes qui ont une éducation qui est très limitée et qui ont un accès en fait très pauvre à un vocabulaire en fait, qui est tout simplement pas suffisamment étendu, où on va observer des comportements beaucoup plus violents et beaucoup plus primaires dans leur manière de fonctionner. À l'inverse, des personnes qui vont avoir une éducation plus importante et un vocabulaire beaucoup plus développé, eh bien, on a moins tendance, justement, à avoir ce genre de comportement qui ressortent, même dans le cas où on a finalement des événements, des situations qui pourraient venir, justement, stimuler de manière disproportionnée l'émotionnel parce qu'il y a une meilleure autorégulation, mais parce qu'il y a aussi une meilleure verbalisation, qu'elle soit extérieure ou interne, avec ton discours intérieur, de compréhension justement de ces émotions. Et là-dessus, ce qu'on sait, c'est que plus il y a un vocabulaire étendu émotionnel qui est riche, plus on a une meilleure compréhension et une meilleure reconnaissance des émotions, forcément, plus on a de granularité émotionnelle, c'est-à-dire que on a la capacité à distinguer finement la nuance entre les émotions, et puis du coup on a des meilleures compétences de régulation émotionnelle. Ça va amener une meilleure santé mentale, ça va amener un meilleur bien-être psychologique et aussi une santé physique. Et ce qu'il faut voir, c'est que notre vocabulaire, normalement, il est censé se développer au fur et à mesure, et ça se fait par une évolution qui est graduelle, et en général, arrivé à l'âge de 12 ans, on est censé avoir un vocabulaire émotionnel qui est quand même suffisamment étendu. Mais c'est là où ça devient problématique, c'est que si tu grandis dans un environnement où les émotions sont réprimées, on n'en parle pas, c'est juste ça va pas, et que ça s'arrête là, en fait, tu deviens handicapé des émotions à l'âge adulte, parce que pendant ton enfance, t'as pas du tout travaillé là-dessus. Donc c'est vraiment important qu'il y ait à la fois une variété et une richesse du vocabulaire, autant sur le positif que sur le négatif. Parce que vraiment, ça va avoir un impact qui va être énorme. Donc voilà, c'est ça qui m'est venu comme ça, fait que je vais repartir sur les recherches, justement qu'on a été mettre à jour pour tout ça, mais je trouvais justement, que c'était important d'en parler. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est là que tu vois pourquoi les enfants ont beaucoup de mal. Tu vois, des fois, tu vois un enfant qui est un peu violent, qui va pas savoir réagir. Là, je me rappelle, j'avais une amie ici aux États-Unis où à un moment sa fille a commencé à être violente, tu vois, et elle a pas compris ce qui s'était passé. Sauf que
sais, le réflexe de certains parents au départ, c'est de s'énerver, de lui dire c'est pas bien ce que tu fais, et puis c'est tout, tu vois. Sauf que Mmh. elle a commencé à discuter avec elle, et elle arrivait pas à l'exprimer. Donc, ce qu'elle lui avait posé comme question, c'est à quoi ça ressemble, tu vois? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de toi quand tu frappes les Mmh. gens comme ça, les autres élèves? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et en fait, elle a commencé à lui expliquer qu'en fait, ça venait du ventre et ça montait, ça montait, ça montait, tu vois? Et en fait, quelque part, même si elle avait pas les mots, elle l'a expliqué au travers d'une métaphore et ça lui a permis justement de peut-être un peu mieux gérer ses émotions par la suite et aussi la maman de mieux comprendre sa fille. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que les enfants ont beaucoup de mal, c'est qu'ils savent pas exprimer leurs émotions, ils savent pas ce que c'est. Ils savent rien mettre dessus. Alors que si on aide justement ces enfants à dire, bah, c'est quoi la couleur de ce que tu ressens, tu vois? On peut passer par la Mais couleur. c'est C'est une quoi la super couleur? Ça idée. ressemble à quoi? Beh, c'est ça, c'est une Ouais, super idée d'être passé par ce qu'on appelle nous les sous-modalités, c'est ça. justement, et d'aller jouer sur les sous-modalités parce que quand tu joues là-dessus, bah, tu joues sur tout un tas de facteurs clés qui peuvent transformer Exactement. complètement ton expérience. Donc, super idée Ouais, elle est pas d'avoir, coach, elle est ouais. RH, mais ouais, j'ai trouvé ça super. Mais, ouais, effectivement, c'est un super, c'est une super stratégie et ça remet du coup en lumière, effectivement ce qu'on nommait il y a quelques instants. Ouais, exactement. Recherche suivante qu'on peut mettre aussi en avant, c'est tout ce qui touche la linguistique cognitive. Alors, la linguistique cognitive, c'est vraiment de comprendre que c'est une branche de la linguistique qui étudie les liens qui existent entre le langage, l'esprit et les processus cognitifs. Et ses principaux objectifs, c'est de comprendre comment le langage est appris, traité et utilisé dans notre cerveau, d'étudier les relations entre le langage et d'autres processus cognitifs comme la mémoire, la perception, le raisonnement, etc. Ça permet d'analyser comment nos expériences corporelles et sensorielles influencent notre compréhension et notre utilisation du langage. Ça permet d'explorer les mécanismes de catégorisation et de conceptualisation et d'examiner tout ce qui est rôle des métaphores conceptuelles dans notre pensée et l'expression linguistique. Mm. Et en fait, ici, les recherches à ce niveau-là, ben, elles nous montrent que en fonction de la structure grammaticale qui va être utilisée, en fonction du vocabulaire qui est utilisé, bah, ça va faire ressortir certains aspects spécifiques de notre expérience du monde, plus que d'autres. Et on peut donner peut-être quelques exemples ici, avec par exemple ce qu'on appelle les connecteurs logiques. On appelle Ouais. souvent ça les connecteurs logiques d'Aristote. C'est donc, avant, car, alors, après, pendant, si, etc. C'est tous ces termes-là. Et qu'en fonction de comment ils sont utilisés dans la phrase, ça va créer des ponts logiques, ça va connecter les informations, et ça va aussi créer ce qu'on appelle des subordinations d'une information à l'autre. Par exemple, si je viens dire que le chat a mangé la souris parce que la porte était ouverte, ça va prendre une formulation particulière, mais je peux aussi dire que la souris a été mangée par le chat alors que la porte était ouverte. Et là, d'un seul coup, la phrase veut plus du tout dire la même chose. Il y a une variation entre les deux. La souris, elle s'est fait bouffer, ça change rien. Mais dans la première partie, ce qui a conditionné le fait que la souris a été bouffée par le chat, c'est parce que la porte était ouverte. Dans la Ouais. deuxième, la souris a été bouffée par le chat, et pendant ce même temps, la porte était ouverte. Mais on n'a pas créé un lien de cause-effet spécifiquement. Fait qu'en fonction des termes qu'on utilise, on va construire des liens de causalité et on va aussi construire des liens de subordination entre les différentes parties et les différents éléments qu'on va avoir dans notre phrase. Et ça, en fait, c'est super intéressant de regarder comment est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça implique, en fait, dans nos processus de pensée, de réflexion, de perception. Et l'idée, à travers justement tout ce qui est recherché en linguistique cognitive, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des différences marquantes, donc il y a des études comparatives entre les différentes langues. Est-ce qu'il y a des éléments propres aux troubles du langage qui vont être plus présents dans un cadre qu'un autre? Est-ce qu'il y a des influences qui font que quels sont les neurones en fait qui sont activés dans notre cerveau? Quels sont les circuits qui sont en jeu lorsqu'on va utiliser une langue plus qu'une autre? Et tu vois, ça me fait penser à un reportage qui avait été fait sur une Australienne
Et d'ailleurs, c'était assez impressionnant de l'entendre parler Mmh. parce que cette femme avait eu, je crois de mémoire, un accident. Et suite à un accident, elle a été touchée au cerveau. Il y a une zone de son cerveau qui a été touchée. Et en fait, depuis cet incident-là, eh bien, elle parle l'anglais et l'anglais d'Australie, donc il y a aussi un vocabulaire spécifique, une organisation spécifique, au-delà de la langue anglaise. Et en fait, sa manière de parler, elle parle exactement comme si elle était française. Mmh. C'est-à-dire que l'intonation de sa voix, son rythme de parole, sa prononciation, alors que elle est née là-bas, elle parlait comme les autres Australiens et Australiennes, et que depuis ce moment-là, eh bien, elle est plus capable de prononcer de la même façon. Elle continue à parler en anglais, mais quand tu l'entends parler, bah, c'est comme si c'était une Française qui était en train de parler anglais. En fait, t'entends l'accent. L'accent s'est activé suite à cet accident. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de se dire, ok, bah en fait, l'accent qu'on utilise, les intonations de notre voix, les inflexions qu'on a dans notre discours, elles se positionnent pas pareil dans le cerveau. Elles sont pas au même endroit. C'est pas les mêmes aires qui sont en jeu, ou en tout cas les parties de ces différentes aires liées au langage qui sont engagées et qui s'activent. Donc, Ouais. on peut présupposer aussi qu'à partir du moment où tu parles plusieurs langues, que tu fais en sorte de travailler ta prononciation, que tu fais en sorte de mettre les bonnes inflexions dans ton discours, que tu fais en sorte d'utiliser le bon vocabulaire, d'organiser ta grammaire de la bonne façon, ça veut dire que dans ce cas-là, tu utilises des aires cérébrales qui sont différentes, ou en tout cas des parties, des zones spécifiques de ces aires différentes, et qu'on peut en déduire que tu vas avoir des raisonnements cognitifs qui vont être eux-mêmes différents. Yes. Exactement, Julien. C'est super justement tous les exemples que tu donnes là, surtout avec cette dame-là qui tu sais, s'est mis à parler comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que Mhm. c'est, tu sais, c'est des histoires rares, mais j'ai souvent entendu ce genre de choses-là. Tu sais, des gens qui rentrent dans le coma, puis qui se réveillent, et puis d'un coup, en fait, ils se mettent à parler dans une autre langue, ou des gens qui ont un traumatisme. Et, Mhm. et tu vois, ça montre à quel point le cerveau, il est incompréhensible. C'est un truc de malade, le cerveau. c'est Tu dis que c'est la une personne n'a machine de jamais fou, hein. parlé. C'est ça, elle a jamais C'est parlé une machine de une fou. langue, Mm. et puis d'un coup, tu vois que la personne se réveille, elle se met à parler arabe, tu vois, ou anglais, ou peu importe. Et Mais tu vois, par rapport à ça aussi, peut-être le dernier point, c'est que, tu sais, ne serait-ce que la manière dont tu vas conjuguer tes phrases et les prépositions que tu vas utiliser, en fait, ça influence ta mémoire sur les événements qui sont associés, en fait, à ce que tu dis. Et ça change tout. Et d'ailleurs, nous, on le voit parce que c'est quand même un marqueur, justement, de changement qui est important dans notre métier. C'est que ce soit d'ailleurs en coaching ou en thérapie, c'est quand tu as un client ou une cliente qui va te parler au présent d'une situation spécifique qui l'empêche d'avancer, qui la bloque, etc., que tu fais un travail d'accompagnement, que tu fais un protocole ou quoi que ce soit, et que naturellement, sans que tu orientes le discours, la personne se met d'un seul coup à parler de sa problématique au passé. mmh Pourquoi est-ce que t'en parles au passé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, sans que je t'ai forcément induit le fait de, à la suite d'un travail, à la suite d'une réflexion, que tu changes et que tu réorganises, en fait, ta grammaire associée à ce souvenir, associée à cet élément. Et c'est valable sur, je conjuguais au futur, mais maintenant je le mets au présent, je conjuguais au passé, mais je le mets au futur. C'est ce que nous on appelle les subordinations temporelles. Mais ça, c'est aussi des points qui sont importants et qu'on va retrouver justement dans ces recherches linguistiques et cognitives. C'est comment est-ce que, en changeant ma manière de conjuguer, je peux en fait changer la manière dont je perçois un souvenir ou une projection future et comment celle-ci va subordonner, donc organiser, s'imposer dans mon expérience sur une autre partie de ma temporalité. Que ce soit la manière que j'ai de voir un souvenir passé, que j'ai de voir le moment présent, ou que j'ai d'anticiper le futur. Ouais. Et nous, bah, on s'amuse de toute façon avec ces outils-là. On travaille énormément avec nos clients là-dessus. Et vraiment, quand tu vois l'effet que ça a et ce que ça amène en termes de transformation profonde, tu comprends à quel point, en fait, ta première clé de transformation du monde, c'est ton discours, c'est ta manière de dire, c'est ta manière de parler. D'ailleurs, je l'ai évoqué bah, pas plus tard qu'hier dans notre nouveau groupe de formation justement au coaching systémique et en PNL,
où on revenait sur le principe que la parole était super importante, que vraiment le logo, c'est super important parce qu'il amène des transformations profondes. Et on a fait rapidement une digression sur ce qu'on va retrouver aussi, par exemple, au tout début que ce soit du coup la religion juive ou la religion chrétienne, où on met bien en avant le fait que tout a commencé par le verbe. Exact. Et tu trouves la même chose en islam, vous l'appelez différemment, je crois que c'est la connaissance ou le savoir, il me semble, qui est le point de Il y départ. a aussi le verbe aussi au départ, quand on dit Vous kun l'avez aussi le fayakun verbe? soit, Ok. et oui. Et en fait, on a ça. Fait qu'au-delà de l'aspect religieux qu'on peut mettre complètement de côté si on a envie, il y a quand même cette notion qui est présente depuis des millénaires sur ce qui conditionne le monde et ce qui le crée, et qu'à la base, il y a le verbe. Et le verbe, c'est le mot, c'est le parler, c'est la communication. Donc déjà, rien que là, tu te dis, waouh, ça va quand même chercher super loin. Exact, ouais. Totalement. Alors peut-être une autre étude qui avait été réalisée, et j'en avais parlé rapidement tout à l'heure, donc c'est cool qu'on y vienne, Ouais. c'est l'influence du langage et la perception spatiale. Alors Oui. en fait, selon des recherches de Lera Boroditsky, qui a étudié des communautés qui utilisent des systèmes de navigation basés sur les points cardinaux, plutôt que sur des références relatives comme gauche ou droite, en fait, elle a montré que les aborigènes en Australie, dont les phrases étaient formulées en fonction de l'orientation géographique, ces formulations qu'ils utilisent, ce large panel de mots en fait en quelque chose qu'ils vont utiliser, les rend exceptionnellement habiles à s'orienter dans des paysages qu'ils ne connaissent pas, dans des paysages inconnus. Là où, en fait, en Europe, on va utiliser droite, gauche, haut et bas. Par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, pour la boussole. Tu vois, nord, sud, etc. Ouais. Donc, en fait, elle expliquait que chez ces tribus aborigènes, même un enfant pouvait très facilement se repérer dans l'espace. Et il le fait même beaucoup plus rapidement qu'un adulte qui, lui, est équipé d'une boussole. Ouais. En fait, ça montre que le langage, il fait plus que refléter et façonner notre perception du temps. D'accord? Il influence aussi notre façon de voir et d'interagir avec notre environnement. Ouais. Et donc vraiment, ça montre à quel point, encore une fois, la structure linguistique, elle va influencer notre perception et notre cognition spatiale. Tout à fait. Ouais. Bah c'est vraiment dingue, c'est quand tu prends le temps de regarder la place que le langage a dans notre mode de fonctionnement, c'est juste énorme en fait. C'est énorme la place que ça prend, et c'est aussi là où tu comprends toute l'importance de recevoir une instruction qui est avancée sur l'utilisation du langage, sur l'habileté de parler, d'écrire, de lire, où finalement si t'as pas ça, t'as rien. Parce que le monde dans l'évolution de l'espèce humaine, on n'aurait jamais pu avoir cette évolution-là si on n'avait pas développé à un moment donné cette capacité de communication, de langage, d'écriture, qui a joué un rôle essentiel en fait dans l'évolution, dans tout ce qui s'est développé par la suite. Ouais. Sinon, on ferait comme les poulpes. C'est-à-dire qu'on aurait un potentiel incroyable d'intelligence, mais comme on transfère rien à la génération d'après, on reste con comme des balais sur des millénaires. Exactement. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Les poulpes auraient un moyen de transmettre ce qu'ils connaissent aux générations futures, on serait probablement dominé par les poulpes. Mais D'ailleurs, en parlant de Lera Boroditsky, il y a une autre recherche aussi qui est intéressante, c'est sur tout ce qui va être catégorisation des couleurs. En fait, ça a permis de démontrer que, par exemple, chez les locuteurs russes, donc les personnes qui parlent le russe, qui ont 2 mots distincts pour différentes nuances de bleu, pouvaient distinguer ces nuances plus rapidement que des anglophones qui vont parler de ce bleu, en fait, peut-être en foncé ou en clair, et vont avoir, en fait, moins de nuances. Et ça illustre à nouveau comment la langue, elle peut influencer donc cette perception des couleurs et la mémoire associée. Parce que si tu mets effectivement des locuteurs russes et des locuteurs anglophones ou francophones ou ce que tu veux à côté, ils vont tous les deux regarder le bleu, par exemple 2 cartes de bleu,
Eh bien, il y en a qui vont te dire tout de suite, c'est pas les mêmes, et il y en a d'autres qui vont te dire, bah si, c'est exactement la même couleur. Et il va leur falloir plus de temps pour justement amener cette distinction. Et sur des choses aussi basiques finalement que des nuances de couleurs, imagine ce que ça fait dans le quotidien, Mm. où finalement tu as des millions de personnes qui interagissent avec leur environnement tous les jours, à chaque instant, et en fait, il n'y a aucune de ces personnes qui voit exactement la même chose, Ouais. pourtant du même environnement dans lequel ils se trouvent. Parce que s'ils parlent pas la même langue, s'ils n'ont pas la même culture, s'ils n'ont pas le même niveau de développement de vocabulaire, s'ils n'ont pas la même grammaire interne dans leur manière de réfléchir, d'organiser leurs idées, l'utilisation des connecteurs logiques, les moyens de subordonner les informations aux autres, l'organisation temporelle, tout ça, ça va faire que tu vas pas du tout regarder l'environnement de la même façon. Et là, tu vois, j'ai envie de partager un petit bout d'expérience personnelle là-dessus. C'est que quand j'ai fait ma formation en sophrologie, on a eu à un moment donné un exercice spécifique qui s'appelle une relaxation dynamique. Et dans cette relaxation dynamique, on avait ce qu'on appelle une marche à faire. Donc une marche, c'est une marche. Hein. Tu sors, tu vas marcher, tu vas regarder ce qui se passe dehors. Et ce que j'avais trouvé de marquant à cette époque-là, et d'ailleurs ça m'impressionne toujours à quel point on peut conditionner notre manière de voir les choses, c'était que pendant cet exercice, on devait se concentrer sur une valeur. On choisissait la valeur qu'on voulait. Ça pouvait être la valeur de bienveillance, d'amour, de paix dans le monde, de travail, d'argent, ce que tu veux. La valeur qui te parlait à ce moment-là. Et ce qui avait été particulièrement marquant, et ça avait fait cet effet, je pense, pour quasiment toutes les personnes qui avaient vécu l'expérience pleinement, qui étaient vraiment engagées dedans, où on allait faire notre marche dans un endroit qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà vu à plusieurs reprises, sauf que cette fois-ci, il y avait ce mot-clé qui représentait cette valeur qui nous accompagnait dans notre marche, et ben ça transforme totalement ta manière de percevoir ton environnement. C'est-à-dire que juste un seul mot, alors c'est un mot qui est fort, qui est riche, parce que c'est une nominalisation, ça porte une valeur spécifique, ça porte une définition spécifique. Mais à quel point te concentrer sur un terme peut transformer ta perception et te faire voir un environnement que tu connais peut-être par cœur parce que tu y passes tous les jours, et ben d'un seul coup, tu l'observes d'une manière qui est totalement différente et t'en fais une expérience qui est totalement différente. Juste un mot là. Exact. Imagine si tu changes ta manière de parler, de réfléchir, d'organiser tes phrases, de remplacer tes mais par et, par exemple, juste ça. Si tu changes ça dans ton discours, ça change tout à ce que tu dis. Ça change tout à ta manière de gérer ce qui se passe. Fait que c'est vraiment puissant le langage. Vraiment. Ouais. Non, vraiment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et Julien, tu as parlé des couleurs. Il y a autre chose. On a parlé de la perception spatiale. On a Ouais. parlé de la catégorisation des couleurs. On a parlé de l'influence que ça a sur notre cerveau, sur notre manière de percevoir les choses. Mais en fait, le langage peut également influencer notre perception du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en PNL. On fait très attention justement aux mots temporels qui sont utilisés. Et Absolument. en fait, déjà, faut savoir que le temps, c'est un concept qui est universel, d'accord? Mais des recherches montrent que la manière dont nous percevons et représentons le temps peut varier en fonction des différences linguistiques. Il y a une étude des linguistes Panos Athanassopoulos, il était dur celui-là, je l'ai fait sans faute, et Emmanuel Bailund, qui a montré que les bilingues perçoivent le temps différemment selon la langue utilisée. Ouais. Donc en fait, lors de cette étude, les participants parlaient espagnol et suédois, d'accord? Et ces participants estimaient le temps écoulé en se basant sur des éléments visuels. Donc un volume qui se remplissait ou une ligne qui s'allongeait. En espagnol, ils se fiaient plus au volume, tandis qu'en suédois, ils utilisaient des distances, d'accord? Et il me semble que pour aller plus loin dans cette étude, en fait, le temps s'écoule moins vite pour un espagnol que pour un suédois par rapport justement au temps qui est utilisé, au langage de temps qui est utilisé. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est impressionnant de se dire que
ne serait-ce que sur cette question de la temporalité, on va pas avoir les mêmes cadres de référence. C'est-à-dire qu'on peut probablement tous regarder une horloge et lire l'heure. On va faire une généralité. Bien sûr qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça représente. Mais c'est assez drôle de se dire, tiens, chez les Espagnols, c'est plus le volume de quelque chose qui change. Donc, par exemple, un bocal qui se remplit, qui va être leur source de savoir combien de temps s'est écoulé, alors que chez les Suédois, c'est plus la distance qui va jouer. Totalement. Autre point qu'on peut amener et qu'on évoque finalement depuis le début, c'est que le langage influence grandement notre compréhension de l'information. En fait, une des conséquences fascinantes de la relativité linguistique, c'est le rôle du langage dans la manière dont les individus interprètent les informations. Et si on regarde, c'est que chaque langue possède ses propres règles et exceptions en matière de sémantique, de syntaxe, de morphologie. Et en raison de ces variations linguistiques, il est possible qu'une même idée puisse véhiculer des informations et des significations totalement différentes d'une langue à l'autre. Et là, tu sais, j'ai envie de dire que si on regarde la littérature, par exemple, juste sur le sujet de la psychologie, qui est quand même un sujet qui est central pour nous, au départ, la littérature en psychologie était surtout développée en langue allemande, parce que c'était beaucoup d'éllocuteurs allemands qui avaient contribué au développement de la psychologie en Europe. Après, c'est les États-Unis qui ont pris le relais, parce que plus de moyens mis dans la recherche, plus de moyens mis dans les universités, etc., etc. Et du coup, ce que je trouve toujours intéressant, c'est d'essayer, en autant que c'est possible, de lire en fait les ouvrages dans la langue initiale, si on est en mesure de la comprendre, parce que déjà, premièrement, les traducteurs n'ont pas toujours la capacité de pouvoir retranscrire correctement ce qui est expliqué dans une langue sur un sujet, surtout quand ils ne maîtrisent pas le sujet, et que quand tu lis finalement la version originale et la version traduite, c'est pas rare que tu vois des différences d'interprétation et d'explication où tu te dis mais en fait c'est pas ça qui est expliqué, c'est pas ce truc-là qu'on essaye de dire, parce que en fait il y a à la fois le pont linguistique qui fait que on peut traduire d'une langue à l'autre et réussir à communiquer, mais il y a quand même cette barrière aussi qui fait que, en raison de plein de variations, en raison de tout simplement l'organisation de la phrase, parce que, par exemple, moi je sais que ça a été un événement traumatique dans ma vie scolaire, c'est que quand je me suis mis à l'allemand, ça a été ma première langue étrangère. Bon, j'ai tout oublié, hein, bien évidemment, mais enfin tout, c'est un bien grand mot, mais ça a été traumatique de me dire, mais en fait, je peux pas conjuguer comme je le fais en français. Je mets pas le sujet à la même place, je mets pas le complément à la même place, mais pourquoi vous me foutez ça à la fin de la phrase? Ça veut rien dire, faut que ce soit au début. Parce que nous, en français, si on le dit pas au début, la phrase, elle veut rien dire. Et ça a été traumatique pour moi. De me dire, OK, il faut que j'inverse tout, parce qu'en fait, ça a été très compliqué. Et ça a été compliqué au même titre que l'anglais a été très compliqué. Pour des raisons équivalentes. Fait que l'idée, c'est vraiment de comprendre que d'une langue à l'autre, va y avoir ces éléments-là. Et si des locuteurs de différentes langues parlent de la même idée, en fait, peut-être qu'il y a des personnes qui vont le comprendre plus en profondeur sur certaines nuances, là où d'autres vont pas du tout, en fait, parler de la même chose ou amener la même considération. Et d'ailleurs, il y a cette réflexion alors de Lara Boroditsky qui nous invitait justement à imaginer qu'on parlait d'une fête pour les 53 ans de notre tante. Si cette conversation se déroulait en Mian, qui est l'une des plus de 800 langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le verbe seul indiquerait si cette fête a eu lieu il y a longtemps, hier ou il y a juste un instant. Juste le verbe en lui-même. En indonésien, le verbe n'indiquerait aucunement le moment de l'événement. Il serait impossible de savoir s'il a déjà eu lieu ou s'il est encore à venir. En russe, en hébreu, en tamoul, en hindi ou en polonais, et d'ailleurs dans d'autres langues, le verbe révélerait également le genre de l'auditeur. En mandarin, le nom utilisé pour désigner la tante indiquerait son lien de parenté, précisant si elle est du côté de la mère ou du père, et si elle est entrée dans votre famille par mariage ou par lien de sang. Et enfin, en piranha, une langue amazonienne, il serait impossible d'indiquer qu'elle a fêté ses 53 ans, parce que les mots pour des chiffres exacts n'existent pas en piranha. Seulement pour peu ou beaucoup.
Ouais. Fait que c'est bien dans leur langue, c'est facile, hein. Tu restes jeune très longtemps, puis je pense qu'à un moment donné, tu Et prends puis une d'un coup, claque, tu et puis là deviens maintenant, vieux. t'es beaucoup, tu deviens vieux. Tu sais, Si j'imagine le entre-temps, tu gars t'es la pas fait veille. bouffer par les piranhas, C'est justement. ça, c'est ça. J'imagine le gars la veille qui dit: «Oh merde, demain je deviens vieux, punaise, je suis encore un enfant, mais demain je deviens vieux». Exactement. Donc, même si on communique effectivement les mêmes idées, l'exemple qu'elle nous donne là, ben, ça nous montre que le langage va automatiquement influencer notre manière de comprendre. Et c'est là aussi où tu comprends l'importance de pas seulement apprendre une langue, c'est aussi de comprendre la culture qu'il y a derrière et de connecter avec ce que ça représente derrière. Mmh. Parce que je pense que tu as dû le remarquer, Samir, mais on vit tous les deux, et beaucoup de nos auditeurs vivent aussi dans des pays qui sont anglophones, Mmh. mais on vit dans des pays où il y a quand même une place, toi beaucoup plus que moi puisque je suis au Québec, mais il y a quand même une place pour la langue anglaise. Mmh. Et en fait, quand tu entends d'autres personnes parler en anglais, mais qui ne sont pas dans la culture anglophone d'une manière ou d'une autre, tu l'entends en fait à leur manière de parler. Tu entends, il y a des choses qui marchent pas. Il y a des Ouais, choses que tu dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Non, ça, c'est pas ce que ça signifie. Oui, dans le dico, c'est marqué ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'il exact. y a une structure, il y a un élément en arrière-plan que tu peux difficilement accéder si tu t'intéresses seulement à la langue. Il y a aussi toute la culture qu'il va y avoir derrière. Exactement, ouais. Et du coup, voilà, c'était le petit partage du jour. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, bah, c'était le blocage que j'ai eu moi pour apprendre l'anglais. Alors maintenant, tu sais, ça va, je me débrouille en anglais parce que j'ai arrêté de réfléchir. Parce qu'avant, tu sais, je faisais mes phrases C'est en le pire, ça. français. Bah, c'est Ouais. ça, c'est la grosse erreur. Je faisais mes phrases en français dans ma tête et je les traduisais. Et OK, ils comprenaient, d'accord? Les personnes comprenaient, mais je me rappelle de mon ami Kurt à un moment qui me disait, tu sais, avec sa fille, et il me dit: «Bah, en fait, tu parles bien anglais», mais sa fille qui dit, bah, tu sais, les enfants disent toujours la vérité. Et en fait, qui dit: «Bah, en fait, c'est vrai que tu parles bien, enfin, tu parles, on te comprend, mais par contre, tu as une manière très originale de construire tes phrases». Pourquoi? Parce que je pensais comme un Français. Et elle aussi, sa fille parlait Oui, français, donc tu sais, c'est une elle va avoir 12 ans, 11 ans, donc elle parlait français. Et c'est vrai que sa manière de parler français, elle était différente. Pourquoi? Parce que elle réfléchissait en anglais. tout à Et c'est fait. ça qui est drôle, effectivement, c'est que quand tu sais, tu parles une langue, en fait, cette langue, elle façonne ta façon de voir les choses, ta façon de réfléchir, de penser, ta logique également, d'accord? Et Tout dès à que fait, tu ouais. passes sur une nouvelle langue, bah, la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est de te débarrasser de tous ces automatismes, toute cette logique que tu as eue de ton ancienne langue pour te Mhm. mettre à penser différemment. Et maintenant, en fait, quand je parle anglais, même si j'ai encore, tu sais, voilà, je sais que j'ai encore des tics de langage, des choses comme ça, il y a encore des choses à améliorer. Mais maintenant que je suis bilingue, en fait, ben, je réfléchis plus, en fait. Tu sais, il y a des choses que je comprenais pas. Les gens, ils faisaient leurs phrases d'une manière et je comprenais pas. Je voulais comprendre, je voulais décoder. Je disais à ma femme, mais je comprends pas. Ça a pas de sens, en fait, de construire cette phrase comme ça. Mais en fait, ça a Ouais, pas de tout à sens pour fait. moi. Mais pour eux, ça a du sens. Complètement. Donc au bout d'un moment, à force, voilà, ça devient normal. Mais voilà, ça montre à quel point, justement, ça façonne ta manière de penser, de réfléchir, de ta logique, etc. Ouais. Et peut-être là, maintenant, on va faire un lien avec la PNL. Dans la PNL, on a quelque chose qui s'appelle les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est, on va dire, une manière d'expliquer le fonctionnement cognitif Mhm. de nos clients. C'est-à-dire comment ça fonctionne dans notre cerveau. C'est plein de petits programmes comme ça qui sont dans le cerveau, d'accord, et qui vont gérer certaines manières de voir le monde. Tu sais, si je vulgarise, Julien, Oui, tout à fait. c'est ça. Et on va donner un exemple. Il peut y avoir la temporalité. Donc, tu sais, peut-être que tu vas parler avec quelqu'un et tu vas te rendre compte que la personne, elle utilise toujours le passé. Elle utilise jamais le présent. Elle utilise jamais Mhm. le futur. C'est que du passé. Bah, en fait, nous, en tant que coach, on sait qu'une personne qui va utiliser que le passé, si elle vient nous voir et qu'elle nous dit, bah, en fait, j'arrive pas à réussir mes objectifs, etc., bah, le fait que tu utilises constamment le passé, ça joue parce que tu es tout le temps tourné vers le passé. Ouais, Ce tout à fait. langage que tu vas utiliser va t'empêcher justement de t'ouvrir au futur. Mhm. D'accord? Ouais. Si Julien, il y a d'autres mots, par exemple, les mots comme il faut, je dois, etc., Oui. vont influencer. Quelqu'un qui va tout le temps dire je dois, il faut, ben, en Mhm. fait, il se met une pression qui n'est peut-être même pas, qui n'a pas de sens. Peut-être que ça lui vient pas de lui, ça vient de l'extérieur, c'est des injonctions. Et Tout à il fait, ouais. réussit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en a pas envie. Mais peut-être que s'il remplaçait son vocabulaire par un j'aimerais, bien sûr, après, il y a un travail à faire quand même derrière, mais s'il Mhm. utilisait le mot j'aimerais, ben, en fait, ça aurait beaucoup plus d'impact sur lui.
Tout à fait, ouais. tu vois. Bah, Donc il y a c'est ça, vraiment c'est ce plein qu'on de appelle choses. les opérateurs modaux C'est et ça, même là-dessus, tu vois, parce que c'est aussi ce qu'on appelle du métamodèle, de bien dire sûr, il faut. Mais c'est bien de dire il faut. Ça peut être engageant que d'avoir c'est une ça, pression à un moment donné. Mais si tu sais même pas par rapport à quoi il faut que tu le fasses, exactement. ça veut dire Ouais, que tu as un truc qui est censé exercer une pression sur toi pour que tu avances, mais en fait, il y a rien. Donc c'est ça ça. marche pas. Tu peux te Ouais, répéter tous les jours il faut. Si c'est pas clair pourquoi est-ce qu'il faut que tu le fasses, ça marchera pas du tout. Et exactement. effectivement, comme tu le dis, bon alors des métaprogrammes, il y en a beaucoup puisque nous on D'ailleurs, travaille sur 54 métaprogrammes c'est aujourd'hui. ça. D'ailleurs, dans le dernier livre que tu as sorti, Julien, de l'Institut Merlin, tu avais détaillé énormément de métaprogrammes, Bah voire ça, même il y en a beaucoup plus 50 que ce qui sont 54. enseignés généralement. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. On a poussé beaucoup plus loin, un peu à l'image de ce qu'on disait tantôt sur la notion des émotions, que si ton vocabulaire il est faiblement fourni, il n'est pas étendu pour justement mieux gérer tes émotions, ben là c'est un peu la même chose. Si t'as pas suffisamment de termes pour exprimer les circuits que tu utilises et les stratégies cognitives que tu engages dans ton quotidien qui sont responsables de tes réactions et de tes comportements. Parce que c'est grâce à ce circuit qui est engagé que tu arrives à produire un comportement. Ben, si t'as pas un vocabulaire suffisamment développé, déployé pour comprendre, expliquer, percevoir et jouer sur les nuances, bah c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu peux très bien te dire, ok, bah là en fait, il faut que j'arrête de faire ça demain. Ouais. Ouais, mais si tu comprends pas qu'est-ce qui fait que tu en arrives à avoir ce résultat-là de comportement et que tu peux pas jouer sur les facteurs qui font partie de ton équation intérieure, ça devient en fait très 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 difficile de pouvoir apporter un changement conséquent. Et là où la Exact. PNL elle est intéressante, entre autres avec ces éléments-là, mais on trouve aussi plein d'éléments pertinents dans les travaux de Michael Hall par exemple en neurosémantique, où c'est un petit peu le même principe, où finalement tu vas avoir ce principe que en fonction de comment tu vas organiser ton discours, tu vas générer un processus cognitif spécifique qui va faire découler de ça un comportement qui va même amener lui-même un résultat. Et Ouais. que si tu veux changer le résultat, faut que tu ajustes tes stratégies cognitives. Sinon, ça fonctionnera pas. Ce qui est aussi un des postulats des thérapies cognitivo-comportementales, hein. Si tu regardes bien, Ouais. Non, c'est vrai. tu agis sur les facteurs qui permettent de modifier le comportement et donc d'avoir une expérience de vie qui est différente. C'est Fait ça. que tout ça, c'est des disciplines qui s'entrecroisent et qui se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Et il y a de plus en plus d'études qui nous montrent effectivement cet impact-là. Ouais, exact. D'ailleurs, tu vois, regarde, on parle de tout ça et c'est super intéressant, mais tu sais, quand tu regardes dans certaines langues, par exemple, ou dans le langage de l'amour, par exemple, il y a un panel énorme de langages. Mais en fait, on peut Mhm. considérer, par exemple, souvent, on va considérer que ces peuples-là sont très romantiques. Tu sais, en France, par exemple, je sais que dans le français, il y a énormément il y a un panel très large, en fait, pour parler de l'amour. Et il y a beaucoup de Mhm. gens qui me posaient la question, qui me disent franchement, oui, la France, c'est connu comme étant pour tu sais, le pays de la romance, le pays de l'amour, etc. Bah, ça Mais dépend où tu vas, hein, parce qu'il y a des après, ça coins, dépend, oui. Ça dépend je veux aussi, dire, ouais. tu te retrouves dans certains quartiers, c'est à part tu baises mademoiselle, il y a pas grand-chose, hein, en termes de langage d'amour. Bon, J'avoue, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils arrivent pas justement à c'est très dire, probablement voilà, pour ça qu'ils arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Exactement. Mais c'est ça, on va retourner en cours, ça va faire du bien. exactement, exactement. Mais tu vois, voilà, c'est vraiment pour dire que et c'est là que c'est intéressant en fait de d'élargir ses perceptions et de comprendre que quand tu parles avec des personnes qui viennent d'une culture différente, qui viennent d'une langue différente, mais en fait, tu Mhm. dois apprendre à t'adapter. Donc, tu Tout à vois, fait. on se rend pas compte que la personne qui est en face de nous, elle peut interpréter les choses d'une autre façon, d'une manière Oui. différente Puis ne serait-ce qu'on n'écrit pas dans le même sens non aussi. plus. Bah, ça joue aussi, ouais. Le Et sens ça joue d'écriture. énormément. Ouais, Ça joue énormément. Comme la langue russe où on va avoir un alphabet qui est différent. Parce exact. que il y a énormément de langues qui ont un alphabet qui est très proche. Le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien. On a quand même énormément de points communs Ouais, sur c'est une langue latine. l'alphabet en lui-même. Il y a des variantes, bien sûr, qui ressortent. Mais si tu parles, enfin, si tu vas dans le mandarin et dans toutes les versions qui existent, si tu vas dans l'hindi, si tu vas dans le russe, si tu vas dans l'arabe, là, ça devient problématique parce C'est qu'on n'est ça, plus du tout sur le même cadre de référence et on n'écrit plus dans le même sens. exact. Ouais. Fait D'ailleurs, que si tu prends tout ça, ça joue énormément, hein. ouais, si tu prends l'arabe, l'hébreu, l'araméen, bon, ça se parle plus trop l'araméen. L'hébreu Je crois qu'il aussi, y a le ouais. néo-araméen
Ok. dans certaines parties du monde. Enfin, c'est une espèce de dérivé d'évolution de l'araméen. En fait, c'est des langues sémitiques. Et Mhm. entre ces langues-là, bah, il y aura peut-être beaucoup plus de facilité de se comprendre. Bon, même si, je veux dire, le contexte montre que les gens se comprennent pas forcément. Ont du mal à se comprendre, Mais oui, absolument. oui, voilà, malheureusement. Mais Mais en tout déjà, quand cas, on parle la même langue, c'est pas toujours gagné, donc c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, en fait, en tout cas, il y a une même logique ouais, qui se construit en tout cas derrière. ouais, complètement. Ouais. Donc Fait que peut-être je pense, Julien, ouais, vas-y, ouais, vas-y, vas-y. avant de finaliser, je vais remettre les nuances à la fin, même si on en a rapidement parlé. On avait parlé de la théorie de la relativité linguistique. Donc on avait dit, il y a des pour, il y a des contre. Les détracteurs de cette théorie sont pas complètement opposés, d'accord, à la théorie, Ouais, mais juste pour eux, elle est un peu trop simpliste. Il faudrait juste prendre en considération qu'il y a d'autres facteurs qui bien viennent sûr. s'ajouter dans l'équation, d'accord? Mais encore une fois, les théories, c'est des, tu vois, c'est des images simples de la réalité, mais nous, en tant qu'être humain, on doit faire attention de pas tomber dans le, en fait, c'est comme ça que c'est écrit, donc c'est comme ça que ça va se passer. Non, parce qu'on est face à de l'être humain. Chaque être Tout à humain est fait. différent, il a son histoire, il vient d'un milieu, de milieux différents, donc forcément, on Mhm. s'adapte. Et Exact. là où ça va être important de prendre du recul, encore une fois, et de garder de la nuance, c'est de pas faire de raccourcis, d'accord? Et surtout de prendre en considération l'individu dans son ensemble. On parle de systémique, Julien, c'est la base de ce qu'on enseigne à l'Institut Merlin, avant même d'enseigner la Ouais, PNL, avant même d'enseigner l'hypnose ou d'enseigner la sophrologie, il y a le coaching systémique. Et en fait, ouais, bah, la systémique, c'est justement de prendre en compte l'être humain dans tout son système. Son système, c'est exactement. son contexte culturel, son langage, sa classe sociale, sa cognition, son histoire de vie, ses traumas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en considération. Et Ouais. ben, effectivement, ce langage, tu vas l'écouter, tu vas le décrypter, tu vas l'analyser, mais avec tous ces éléments derrière. Et en fait, une fois que tu as fait le tri dans toutes ces datas-là, dans toutes ces données, bah, à ce moment-là, tu vas pouvoir comme un peu mieux comprendre l'individu et à ce moment-là, l'aider à avancer. Et ça va se faire par le questionnement. Exactement. Alors peut-être pour en profiter, puisqu'on parle de ce qu'on fait à l'Institut, déjà entre autres de rappeler qu'on encourage énormément nos étudiants à prendre beaucoup de recul, à avoir de l'esprit critique, à voir que chaque personne est un individu différent et qu'il n'y a aucune théorie ni connaissance qui peut tout expliquer, mais avoir les bons outils, ça nous permet de travailler de manière efficace. Donc si toi qui nous écoutes, à un moment donné, que ce soit maintenant ou plus tard, tu as pour projet de te former au coaching, de te former au métier de l'accompagnement, de la relation d'aide, sache qu'on a à ta disposition des programmes qui sont conçus spécifiquement pour t'accompagner dans ta reconversion et t'assurer en fait d'avoir les bonnes informations, les bons outils, les bons éléments qui fonctionnent, qui apportent une transformation et surtout de développer une expertise de compréhension de la psychologie humaine et de comment on intervient auprès de l'autre pour lui garantir un maximum de résultats. Donc si jamais tu as un projet qui te tient à cœur, tu te poses encore des questions sur quoi faire, où passer, quelle certification il te faut, est-ce que tu peux t'installer, comment tu fais, etc. Sache qu'on est là pour répondre à toutes ces questions et que ça nous fera vraiment grand plaisir que de te partager notre programme, que de te montrer ce que tu peux vivre avec nous et comment est-ce que toi aussi tu peux devenir coach certifié, t'installer et vivre de cette activité-là. Et si jamais on ne répond pas à tout ce dont tu as besoin, ce qui peut parfois arriver, même si on développe une offre de service qui est tellement complète qu'il y a peu de chances que tu trouves de la concurrence sur ces éléments-là ailleurs, eh bien, si jamais on ne répond pas pleinement à ce dont tu as besoin, eh bien, ça nous fera plaisir aussi de te rediriger vers d'autres centres que l'on peut te conseiller et en qui on a quand même un minimum de confiance sur les éléments qui vont être enseignés et les éléments qui vont être partagés justement sur cette question-là. Totalement, Julien. Alors toi qui nous écoutes, si tu as aimé ce podcast, on va t'inviter à liker, commenter, partager à un maximum de monde, nous laisser nos 5 étoiles sur ton application de podcast favori. 5 étoiles, d'accord? Voilà, on ne rigole pas. Après, on va être comme Super Mario, Julien. On va avoir les étoiles là qui tournent. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Et puis, ben, on va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.